L'enjeu dans une interview, c'est ça en fait, c'est de pouvoir suivre quelqu'un qui va d'un point A à un point B. Donc qui a un questionnement de départ et qui va résoudre son questionnement avec nous, avec la caméra, pour voir comment il s'en sort. C'est quoi l'ADN de la chaîne M6 ? C'est quand même toujours une chaîne de proximité, qui est quand même assez divertissante, même si on fait du Mac d'info, et qui, en tout cas pour ce qui est de l'info, tente de rendre service. L'idée, c'est quand même d'aller donner la parole à toutes les parties. Même si le point de vue et l'angle, il est dans un sens, évidemment qu'on va aller poser la question à ceux qui pensent pas pareil que ce que nous, on est en train de démontrer. Bon journaliste, il a toujours un point de vue. Il doit être assez précis parce que sinon, on risque de faire une sorte d'historique sur un sujet. Donc, c'est ce qu'on appelle le que sais-je. Et ça, c'est trop large, trop vague et ça n'amène à rien en fait. Bien informé. Informer, c'est facile. Bien informé, beaucoup moins. Je suis Clara Pelletier, réalisatrice de documentaires. Et pour vous, j'interroge des experts de l'information, de la création et du documentaire pour vous donner les astuces, les méthodes et les outils à appliquer à vos propres projets. Parce que je pense qu'il est urgent qu'on soit plus nombreux à raconter le réel. Bienvenue dans Bien informé, le podcast des nouveaux créateurs de l'info. Aujourd'hui, c'est Virginie Hénaff que je retrouve dans les locaux de la SCAM. Et je suis très contente de la retrouver puisque Virginie, c'est une personne un peu particulière pour moi. C'est la chef éditoriale qui m'a accompagnée sur mon premier documentaire, Amour, la Révolution Z. Virginie, ça fait presque 30 ans qu'elle travaille dans le milieu du documentaire chez M6. Et vous vous en doutez, le documentaire n'a plus de secret pour elle et elle a beaucoup de choses à nous raconter à ce sujet. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Clara. Merci d'être ici avec moi sur Bien informé. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Virginie Hénaff. Je dis pas mon âge parce qu'à mon âge, on ne dit plus quel âge on a. En effet, j'ai plus de 20 ans d'expérience chez M6. J'ai été documentaliste quand je suis rentrée chez M6 à l'âge de 26 ans. Et puis, de fil en aiguille, j'ai appris à devenir journaliste sur le tas. Donc, je n'ai pas fait d'école de journalisme. C'est important de le souligner. Et ensuite, j'ai été journaliste, puis rédactrice en chef. Et voilà, aujourd'hui, je travaille toujours chez M6 sur des divers documentaires ou émissions de magazines d'information. C'est quoi le travail de rédactrice en chef aujourd'hui ? Alors, rédactrice en chef, c'est veiller à ce qu'un documentaire soit mis à l'antenne depuis le début de l'idée jusqu'à sa diffusion à l'antenne. Donc on accompagne en fait les journalistes dans le choix du sujet, dans la façon dont on va raconter son histoire, dans l'enquête, dans le montage. Et puis ensuite, on veille à ce que ce documentaire soit en post-production, bien post-produit, pour pouvoir être diffusé à l'antenne de façon correcte. Donc c'est vraiment de A à Z. De A à Z. Et quand tu dis l'idée, c'est toi qui vas pouvoir proposer une idée à des journalistes ou c'est les journalistes qui vont venir vers la chaîne et ensuite, une fois que c'est accepté, c'est là où tu interviens ? En fait, c'est les deux. Souvent, les journalistes viennent avec des idées. Nous, ça ne nous empêche pas de réfléchir aussi en fonction de la ligne éditoriale de l'émission pour laquelle on travaille à d'autres sujets qu'on aura envie de voir traités. Et c'est une discussion, en fait, souvent entre les journalistes et nous pour choisir un sujet avec un angle précis et une façon, encore une fois, de raconter l'histoire, parce que c'est ça le plus important. Et en particulier à M6, c'est un format magazine qui est valable pour toutes les émissions, mais ça dépend de la ligne éditoriale de l'émission, mais où on va d'abord se poser la question de comment je vais raconter mon histoire pour pouvoir être intéressant pour le public qui va me regarder et pour savoir quel message j'ai envie de passer dans le sujet. Tu as dit un mot magique, magazine. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est un magazine ? Un magazine d'information, c'est un documentaire qui fait entre 6 minutes et 90 minutes, grosso modo, et qui va traiter d'un sujet, mais de manière tiède, on va dire, ou froide,
c'est-à-dire qui n'est pas chaud, comme l'est par exemple un sujet pour le JT, qui fera 1 minute 30, où on parlera d'un sujet d'actualité très chaude, où on va aller faire du reportage sur le terrain et aller chercher de l'information d'actu. Nous, le magazine, on est dans un temps 2, on arrive après avec plus d'informations et on creuse plus le sujet. Normalement, c'est ça un magazine. Et aujourd'hui, toi, tu travailles pour un magazine en particulier chez M6 ? Oui, moi je suis responsable aujourd'hui de tout ce qui concerne les magazines de faits divers. Je travaille dans le pôle de faits divers, qui comprend l'émission très connue sur W9 de Enquête criminelle, ou Que s'est-il vraiment passé ? Mais aussi, c'est des documentaires unitaires qu'on produit pour d'autres chaînes du groupe, que ce soit donc W9, ça peut être aussi par exemple M6, et ça peut être des documentaires, alors pas faits divers, mais de personnalités connues. On a fait par exemple le portrait de Michel Berger, Daniel Balavoine, là on travaille sur Michael Jackson. D'accord, donc ça va être à la fois du magazine régulier qui va passer toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les 2 semaines en fonction du magazine, mais ça peut aussi être du doc unitaire. C'est quoi pour toi les ingrédients indispensables d'un bon documentaire ? Et ça, je sais que tu as plein de choses à dire puisqu'on en a parlé ensemble pendant de longs mois, moi qui découvrais le documentaire, et c'est un peu toi qui m'as initiée à cet art-là. Et il y a quelque chose que tu me répétais souvent, c'était l'angle, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais. Une fois qu'on a choisi donc un bon angle, c'est-à-dire un fil rouge qui va être développé tout au long du documentaire, parce qu'il faut quand même tenir au moins 52 voire 90 minutes parfois, donc il faut que l'angle soit précis. Ce qui compte, c'est d'avoir de bons témoins. Nous, on parle de casting. C'est pas vraiment du casting, mais c'est en tout cas de trouver les bonnes personnes qui vont nous donner les bonnes infos. Et c'est pour ça que quand on a travaillé ensemble, c'était si important aussi ces réunions où on se demandait qui allait pouvoir parler du sujet en question et d'essayer de trouver les bonnes personnes pour la bonne info, mais aussi une espèce de diversité de personnes qui allaient pouvoir nous parler d'un sujet. Parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Et donc, on avait eu cette question-là aussi ensemble, ouais. Tu te rappelles. Donc, voilà, pour moi, un bon documentaire, c'est d'abord un bon angle, c'est-à-dire répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message sur ce sujet-là ?» Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire passer comme message ? Donc, moi, le journaliste qui réalise. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé cet angle, on va aller chercher les bonnes personnes pour en parler. Que ce soit des témoins, que ce soit des experts, voilà, ou autres personnes qui sont à même de pouvoir nous éclairer sur un sujet. Un angle, pour toi, c'est quelque chose qu'on a envie de faire passer ? C'est un axe, un point de vue qu'on prend ? C'est un point de vue, exactement. Un bon journaliste, il a toujours un point de vue sur un sujet donné, et c'est ce point de vue-là qu'il va essayer de développer. Un sujet peut être développé de plein de façons différentes, suivant le point de vue qu'on a sur ce sujet. Donc, c'est ça, en fait, l'angle choisi. C'est le point de vue qu'on adopte sur un sujet. Et qui peut être plus ou moins engagé ou plus ou moins Bien sûr. Fort. Et est-ce que ça peut être un point de vue de vouloir parler d'un ensemble de choses, ou non, on doit quand même être assez ciblé sur un documentaire, se concentrer sur une histoire plutôt que des dizaines, un expert plutôt que des dizaines aussi. Enfin, je trouve qu'il y a une balance qui n'est pas facile à trouver entre, comme tu l'as dit, la diversité et aller interroger tout le monde sur le sujet qu'on pense important. Mais quand on a un sujet assez large, et je pense au nôtre, sur l'amour et la génération Z, je sais que c'était une de nos interrogations, de la balance entre comment je fais pour avoir tous les points de vue et représenter cette diversité, et en même temps avoir un angle, une couleur et un point de vue assez solide pour créer un documentaire. L'angle, il doit être assez précis parce que sinon, on risque de faire ce qu'on appelle, nous, un que sais-je dans le jargon. C'est-à-dire, plutôt que de démontrer et de mettre de l'enjeu dans un sujet, plutôt que de faire une démonstration, on risque de faire une sorte d'historique sur un sujet. Donc, c'est ce qu'on appelle le que sais-je. Et ça, c'est trop large, trop vague, et ça n'amène à rien, en fait. Donc, on choisit un angle précis, et plus il est précis, mieux c'est, en effet. Après, c'est vrai que le sujet de l'amour dans la Gen Z, c'est assez large, mais on a fait des choix. On n'a pas parlé de tout, du tout.
Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, sur la diversité des témoignages, c'est pas tellement d'aller interviewer tout le monde sur la question, c'est plutôt d'aller interviewer des gens qui ont des choses à dire précises en fonction de l'angle choisi, mais de garder la diversité des points de vue des uns et des autres. De la même manière que dans un documentaire d'investigation, l'idée, c'est quand même d'aller donner la parole à toutes les parties. C'est-à-dire que même si le point de vue et l'angle, il est dans un sens, évidemment qu'on va aller poser la question à ceux qui ne pensent pas pareil que ce que nous, on est en train de démontrer. Qui est important, effectivement. Tu as parlé aussi d'enjeux. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi un enjeu dans un documentaire ? L'enjeu du documentaire, c'est de poser la question à laquelle on va tenter de répondre tout au long du documentaire. Mm-hmm. C'est d'essayer de trouver un questionnement, une question générale, mais après, ça peut être 2 ou 3 questions auxquelles on répond. Mais en tout cas, l'enjeu du documentaire, c'est de se dire, voilà, sur ce sujet-là, moi, ma question en tant que journaliste, c'est ça, et je vais essayer d'y répondre en allant chercher des informations et des témoignages qui vont m'aider à répondre à la question. On avait aussi parlé d'enjeux au niveau des personnages qu'on choisit. C'est-à-dire, si je me souviens bien, que chaque personne qu'on choisit d'interroger, qu'on choisit d'interviewer, à laquelle on choisit de donner de l'image, du temps et donner la parole sur nos documentaires, elles doivent avoir un enjeu. Est-ce que tu veux nous en parler ? Tu le raconteras mieux que moi. Oui. Alors là, c'est un petit peu différent, parce que dans le documentaire, on distingue 2 choses. On distingue l'interview posée. Oui. Donc c'est ce qu'on voit quand on voit des documentaires où les gens sont assis dans un fauteuil et racontent ce qu'ils ont à raconter. L'interview posée, ce sont les questions que l'on pose en général aux experts. Ils sont assis dans un fauteuil et on va aller leur demander d'alimenter en information spécialisée notre sujet. Là, évidemment, on ne demande pas à ce que ces témoins-là aient un enjeu particulier. En revanche, l'autre partie des interviews qui est distincte de l'interview posée, c'est la séquence. Et la séquence, c'est de prendre et de raconter avec un témoin qu'on a choisi par rapport à un sujet donné, d'essayer de le suivre dans sa vie quotidienne, en séquence donc. Et évidemment, il faut que la personne ait ce qu'on appelle un enjeu, qu'on suive cet enjeu, c'est-à-dire qu'on parte avec lui d'un point A pour aller à un point B. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir filmer toute cette dimension-là qui est beaucoup plus intéressante à raconter de manière filmée, parce qu'on fait de la télé, plutôt que de manière audio, parce qu'on ne fait pas de la radio. Et donc, enfin, on fait pas que de l'audio, en tout cas. Et donc, quand on parle d'enjeu, dans une interview, c'est ça, en fait. C'est de pouvoir suivre quelqu'un qui va d'un point A à un point B. Donc, qui a un questionnement de départ et qui va résoudre son questionnement, quel qu'il soit, avec nous, avec la caméra, pour voir comment il s'en sort. Ouais, il y a la dimension de montrer cette transformation et cette évolution de cet personnage-là qui a peut-être un problème à un instant A, du coup, et qui va essayer de le résoudre à un instant B, ou en tout cas qu'il y a une espèce de tension à avoir. Exactement. Mais c'est pas forcément un problème en tant que tel. Par exemple, on a suivi un personnage qui monte sur scène avec son ami pour faire une sorte de pitch dating, comme on a appelé ça dans le documentaire qu'on a fait ensemble. Typiquement, l'enjeu, là, c'était de voir comment ce garçon et cette jeune femme allaient s'en sortir de ce pitch dating. Donc, c'est pas un réel problème. C'est juste que ils partent d'un point A où ils ont peur, ils ont préparé le truc, et on est là à ce moment-là où on entend et on voit que voilà, c'est quelque chose qui est important pour eux. On les suit sur la scène et pendant ce moment où ils font le fameux pitch dating, et à la fin, on voit si ce pitch dating a fonctionné, si oui ou non il a des rendez-vous ou pas des rendez-vous. Voilà, pour moi, c'est ça un petit enjeu qu'on a trouvé. Alors, c'est tout bête et tout simple, mais typiquement, voilà, ça peut être ça peut être des gros problèmes à résoudre, mais ça peut être aussi des petits problèmes à résoudre. Complètement. En fait, c'est ce qui te donne envie
d'aller jusqu'au bout pour savoir si, est-ce que ça, comme tu l'as dit, est-ce que ce pitch dating a finalement marché ou pas. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que moi, c'est une notion que j'avais du mal à comprendre, qu'il fallait vraiment tout montrer, que cette dimension-là de séquence était très importante. Je pense que c'est le mot que j'ai le plus entendu chez M6. Donc si on doit résumer, pour un bon documentaire, on a dit de la séquence, des bons persos, un angle, des enjeux. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter ? Et après, c'est la fameuse question qu'il faut se poser aussi dès le départ, puisque souvent on écrit quand même une sorte de synopsis de ce qu'on va aller chercher et de ce qu'on aimerait bien qu'on nous dise ou qu'on trouve. Et ce fameux synopsis, c'est surtout de se poser la question de comment je vais raconter cette histoire. Parce qu'il y a 1000 façons de raconter les histoires. Et la narration, comme la séquence, que ce soit pour Capital, que ce soit pour Zone Interdite, les émissions du groupe M6, que ce soit pour Enquête criminelle sur W9, ce questionnement-là de comment je vais raconter une histoire, c'est vraiment un trait commun à nous, ce qu'on fait chez ces productions dans les magazines d'information en général. On se pose toujours, en amont, la question de savoir comment on va raconter l'histoire. Pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui fait qu'à la fin, on va avoir un documentaire qui va évidemment tenir la route, bien sûr, mais surtout intéresser et surtout garder les gens. C'est-à-dire que là, tu parles de la structure ? Oui, la structure et la façon dont on va amener les informations les unes par rapport aux autres, créer un peu justement d'enjeu, créer du suspense entre guillemets, ou créer ce qu'on appelle des cliffhangers, des moments où il y a des ruptures. Voilà. Tout ça, ça se réfléchit aussi à l'avance. Parce que ça joue derrière sur le fait de filmer les personnes en fonction de cette narration. Ouais, et ça, c'est ce qu'on avait réfléchi notamment dans le dossier CNC, sur la note de réalisation. Exactement. La note d'auteur et le synopsis. Tout ça, ça se pense en amont. Il y a beaucoup de travail éditorial en amont d'un documentaire. On ne fait pas les choses au fur et à mesure quand on fait du magazine. C'est ça aussi la différence avec un sujet d'actu chaude, où là, on va sur le terrain et on filme ce qu'on trouve. Ouais. Nous, on a du temps en amont pour réfléchir à tout ça. Ça tombe bien, c'est les questions suivantes. Quelles sont les étapes de la création d'un documentaire, si on prend vraiment de l'idée à la diffusion ? Alors, les étapes. On se réunit très souvent en brainstorm avec, en général, l'équipe, parce que c'est quand même un travail d'équipe aussi, monter un documentaire. On n'est jamais tout seul. Ouais. On est souvent nombreux, donc que ce soit les équipes de prod, les équipes éditoriales. Souvent, on discute avec les réalisateurs vidéo, qui sont là aussi et qui ont un œil éditorial sur le sujet. Donc nous, on travaille vraiment en collectif. D'abord, les réunions où on cherche des sujets. Donc là, au sein de la boîte de production ? Au sein de la boîte de production, donc ça dépend évidemment des émissions. Oui. Mais par exemple, Capital, ils ont des conférences de rédaction toutes les semaines pour éplucher un peu les sujets des semaines suivantes qui pourront être diffusés à l'antenne. Je pense que c'est comme ça dans toutes les émissions et les rédactions. Il y a un temps de réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de développer comme sujet. Ouais. Ça, c'est les idées. Ça peut être aussi des rendez-vous avec les boîtes de prod extérieures qui travaillent avec nous et qui nous proposent des sujets. Ok, ça peut se faire dans ce sens-là voilà. aussi. C'est un temps de réflexion sur quels sont les sujets à venir et qu'est-ce qu'on a envie de raconter dans ces sujets-là. Qu'est-ce qui nous intéresse ? C'est quoi l'angle ? C'est quoi par rapport à la ligne éditoriale de l'émission ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va pas ? Est-ce qu'on va aller enquêter ou pas ? Ça, c'est le temps 1. Temps 1, vous avez trouvé une idée. Ensuite, vous cherchez quelqu'un pour faire réaliser l'idée, vous la réalisez en interne peut-être ? Je ne sais pas comment. C'est pareil, ça dépend des équipes. Capital, la plupart des journalistes travaillent en interne. Mais par exemple, Zone Interdite, c'est beaucoup de boîtes de prod extérieures qui travaillent avec nous. Donc, il faut, en général, le journaliste qui a proposé une idée fait le sujet. C'est logique. Oui. Donc, que ce soit un journaliste en interne ou un journaliste en externe. Donc, celui qui propose le sujet, en général, le réalise. Et ensuite, il y a le temps de l'enquête. Donc, en fonction du format, si c'est un 13 minutes, si c'est un 26 minutes ou si c'est un 90 minutes, évidemment que le temps d'enquête ne sera pas le même, mais ça se compte en semaines. Est-ce que tu as des notions
pour justement 13 minutes? Généralement, on se dit que c'est 2 semaines d'enquête pour... Alors, je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai pas tous les temps en tête, mais grosso modo, on peut imaginer que ça va de 1 semaine, 10 jours d'enquête à 5 semaines d'enquête pour les plus gros documentaires. Et parfois, certaines zones interdites ont demandé 1 an d'enquête, par exemple, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que le journaliste qui était dessus, il n'était pas que sur ce sujet-là. Pendant son année d'enquête en question, il a fait d'autres sujets. Ouais. Donc, ça se compte, disons, en semaines, et ça dépend du format et ça dépend de la rédaction pour laquelle on fait le sujet. Ok. Donc, une fois qu'on a défini l'idée, on lance quelqu'un sur une enquête. Est-ce que le budget, il est défini en amont? Une fois que tu as l'idée, tu te dis, bon, on aimerait, je sais pas, faire un documentaire là-dessus et ça sera en 52 minutes. On a tant de budget? Oui. En général, on a tant de budget. Et ça, c'est déterminé par plein de choses, mais qui concernent la production. Donc, pour le coup, moi, je peux pas trop en parler parce que c'est pas du tout ma partie. Ok, ça, c'est une équipe de production qui est du coup dédiée concrètement à ça. Une fois qu'elles ont défini ils ont défini le budget, on a choisi la personne qui part en enquête, donc qui est payée pendant ce temps-là, et qui est forcément associée à une chef éditoriale? Toujours. On laisse jamais quelqu'un tout seul, que ce soit sur l'enquête, le tournage ou le montage. Il y a toujours un rédacteur en chef qui est là pour suivre le sujet, comme on l'a dit au début, de A à Z. Et au niveau organisation, ça se passe comment? C'est un rendez-vous 1 fois par semaine? Alors ça dépend si l'enquêteur en question est dans la rédaction en interne, il est suivi au jour le jour, on va dire. Par le rédacteur en chef. Si c'est un journaliste qui est à l'extérieur et qui est peut-être pas forcément là tous les jours, il y a des points réguliers par téléphone qui se font, ou en visio, ou en rendez-vous physique, pour voir où on en est de l'enquête. On fait des points réguliers à 3, 4, 5 jours d'écart. Très bien. On a défini l'idée, on a défini le budget, on est passé à la recherche. C'est quoi l'étape suivante? Une fois que l'enquête est faite, on sait quelles sont les informations importantes du sujet en question qu'on va développer. On sait qui on va interviewer, parce qu'en général, dans l'enquête, on cherche aussi les témoins, les fameuses bonnes personnes pour répondre aux bonnes questions. Et on sait à peu près où est-ce qu'on va tourner, si c'est tout à Paris, ou en province, etc. Donc, toute l'enquête, elle sert à ça aussi, à déterminer un peu comment on va structurer notre sujet, qui va y répondre et dans quel délai. Donc, une fois que ça c'est fait, si c'est l'enquêteur qui est le journaliste, il continue son sujet et là, il part en tournage. Si, en revanche, c'est un enquêteur, parce que parfois ça peut arriver, il y a des enquêteurs qui enquêtent les sujets et qui donnent leur enquête aux journalistes qui, eux, vont tourner le sujet. Ça, c'est possible aussi. Parce que les journalistes font plusieurs sujets en même temps, par exemple, et donc n'ont pas forcément le temps d'enquêter. Donc, il y a un premier travail de défrichage qui est fait par les enquêteurs, et ensuite le journaliste récupère ce premier travail de défrichage et continue l'enquête et commence à aller tourner ce qui a déjà été défriché par l'enquêteur. Donc, il y a deux possibilités. Mais en tout cas, le temps du tournage, là, c'est aussi très cadré. Pour le coup, il y a un certain nombre de jours de tournage en fonction du format du documentaire qui est déterminé dans ce budget de départ. Si on rentre dans les détails, si on prend notre exemple. Notre documentaire, c'était en 52 minutes. Et on avait 12 jours de tournage. 12 jours de tournage, 5 semaines de montage. 5 semaines de montage. On n'a pas parlé d'une étape, c'est le dossier CNC. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et à quoi ça consiste? Le dossier CNC, c'est donc pour tout ce qui concerne les documentaires de création. Pour lesquels on demande une aide au CNC pour financer ce documentaire. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir mener à bien le travail qu'on a commencé. Et les étapes, c'est de donner un pitch. Donc ça, c'est quelques lignes qui expliquent le sujet. Une intention de réalisation. Donc là, c'est la personne qui réalise le documentaire qui dit
qu'est-ce qu'il a envie de faire passer comme message, justement, quel est l'angle choisi, pourquoi il a choisi de faire ce sujet, qui raconte un peu sa vie autour de ce sujet-là. Et ensuite, il y a l'intention de réalisation, où on explique comment on va raconter l'histoire. Ouais, et de manière très précise quand même. De manière extrêmement précise. Où on va écrire littéralement ce qu'on imagine en première partie, j'imagine, et même on imagine des fois les séquences et les interviews qu'on peut avoir, parce qu'on a fait une étape de pré-interview qui nous permet, plus ou moins, de faciliter ce travail. Exactement. Et ça, c'est un sacré travail, et je trouve qu'il y a une écriture aussi dans ce dossier CNC qui est pas facile, qui est très littéraire, on doit amener à voir vraiment le documentaire, alors que nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Donc il y a une grosse histoire d'hypothèse et de supposition et d'écriture sur cette partie que j'avais trouvée assez intense à ce moment-là. Mais ça permet d'interroger la personne qui va faire le documentaire sur sa volonté de démontrer quelque chose. Ouais. Et c'est hyper important, et c'est un travail qui est aussi primordial, parce qu'il permet de voir et de gagner du temps en fait ensuite sur le montage et même le tournage d'ailleurs, parce que ça donne une intention en fait. On parle d'intention du réalisateur et d'intention de réalisation. L'intention, elle est vraiment importante, parce que c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'on a envie de raconter comme histoire. Ouais, et ça a été finalement très utile par la suite d'avoir écrit dans la note d'auteur déjà pourquoi moi je voulais écrire ce sujet, qu'est-ce que je voulais transmettre, mais dans la note de réalisation aussi, avoir écrit qu'est-ce que j'imaginais comme plan, qu'est-ce que j'imaginais comme musique, qu'est-ce que j'imaginais comme couleur, comme rythme. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de précision dans l'intention de réalisation, finalement. Ça résume très bien. Et c'est vrai que c'est vachement utile quand on arrive en tournage et qu'en fait, tu as déjà réfléchi à comment tu veux tourner tes plans. Tu l'as déjà écrit et tu sais pourquoi. Ouais. Je trouve que c'était une bonne aide par la suite, en effet. C'est un bon exercice. Ça permet aussi de synthétiser un peu toutes les idées qu'on a après l'enquête, qui sont presque devenues confuses parce qu'on a tellement d'informations. On a recueilli tellement d'informations, tellement de témoignages. On est amené à faire des choix, et cette écriture de dossier CNC, elle nous aide en fait à faire des choix, à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on vient de voir en enquête, et d'aborder le tournage et le montage beaucoup plus sereinement que si on y allait comme ça. Et combien de personnes travaillent en moyenne sur un documentaire ? En tout, tu veux dire ? Ouais. C'est beaucoup. En moyenne, c'est difficile à dire, parce que ça dépend aussi beaucoup des émissions. Encore une fois, il y a des émissions où il y a moins de monde et des émissions où il y a plus de monde. Mais c'est au moins une dizaine par documentaire. Ouais. À différents stades. Que ce soit les enquêteurs, justement, si c'est pas le journaliste qui fait son enquête au départ. Je pense aux gens qui tournent, aux gens qui montent, aux personnes qui sont à la post-prod, aux personnes qui sont à la prod aussi, qui gèrent le fait que le journaliste puisse se déplacer, aller interviewer les uns et les autres, gérer les repas, gérer les équipes de tournage qui sont là aussi. Il y a forcément un preneur un cadreur, un preneur de son parfois. Ça fait beaucoup de monde, donc c'est au moins une dizaine. Ouais, je crois que moi j'avais compté sur le documentaire, on était plus de 20 ça dépend. À avoir au moins touché, parce qu'il y a aussi une personne qui m'a aidé pour écrire le dossier CNC, il y a les cadreurs, j'en ai eu des différents, les ingé-sons, les personnes qui ensuite à la post-production, il y a le monteur, mais il y a celui qui fait le mix audio aussi. Comme tu l'as dit, il y a l'équipe de production qui vient t'aider pour organiser les tournages et toute la partie logistique. Ouais. Et j'étais assez hallucinée. Puis il y a moi qui du coup écrivais et réalisais, et derrière toi qui venais me relire et réécrire, et derrière Émilie qui venait aussi en tant que directrice de production. Elle est productrice même. Productrice, ok. Ouais. Et en tant que productrice qui faisait des points plus ou moins en fonction de l'avancée du projet, je me disais on est finalement assez nombreux à relire. Et même dans l'écriture, il y a le monteur qui peut donner son avis. Enfin, il y avait énormément de personnes de points de vue pour construire un sujet, et ça, je trouvais que c'était assez riche.
Oui, c'est chouette. C'est vrai que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est quand même vraiment un travail collectif de faire un documentaire. On n'est jamais seul. Ça fait très longtemps que tu travailles chez M6 et peut-être que d'autres personnes rêvent de travailler chez M6. Est-ce que tu peux me dire rapidement, c'est quoi l'ADN de la chaîne M6 ? L'ADN de la chaîne M6, c'est quand même toujours une chaîne de proximité, qui est en proximité avec les gens qui la regardent, qui est quand même assez divertissante, même si on fait du Mac d'info, et qui, en tout cas pour ce qui est de l'info, tente de rendre service. Il y a cet aspect serviciel d'M6 qui a toujours été dans son ADN, de répondre aux problématiques quotidiennes des gens à travers des reportages qui touchent le quotidien des gens. Et c'est quoi la cible ? Tu dirais que c'est plutôt des familles ? C'est beaucoup la famille. Aujourd'hui, en plus, M6, c'est un gros groupe avec la chaîne Gulli, par exemple, ou la chaîne Teva, ou la chaîne Paris Première. Enfin, il y a quand même beaucoup de chaînes en dehors de W9 et d'M6 qui sont les plus connues et qui touchent, en effet, la famille dans son ensemble. Donc, nous, la ligne éditoriale qu'on a, c'est de faire en sorte que la famille puisse regarder nos documentaires. Ça marche. Mais ça implique forcément des sujets. Des choix. Des choix de sujets, des choix de manière de traiter les sujets aussi. Et je pense que c'est important d'en avoir connaissance. Il y a autre chose, moi, que je me dis, est-ce que c'est l'ADN ou pas de M6 ? La séquence. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé ensemble. C'est une manière de tourner particulière, M6 ? Alors oui, le formatage en séquence. Alors, il y a d'autres chaînes qui l'ont fait avant nous, mais c'est vrai que c'est la culture, en tout cas, du magazine d'information chez M6 et dans le groupe M6, c'est la culture de la séquence. Ok. Ouais, ça reste assez proéminent. Est-ce que tu peux nous parler des cases documentaires de M6 ? Donc là, on en a parlé, par exemple, le mag que tu gères sur la criminalité. Oui, non, j'ai plus le nom. C'est Enquête criminelle. Enquête criminelle, ça, c'est différent. Les différents magazines de M6, si on veut proposer un sujet, on l'adresse directement à un magazine en particulier ou on l'adresse à la chaîne M6 ? Non, en général, tu parles des boîtes de prod qui veulent nous proposer ou des journalistes indépendants qui veulent nous proposer, ils viennent chez ces prods directement. Et chez ces prods, puisqu'on produit quasiment tous les documentaires, en tout cas tous les magazines d'information du groupe, il y a forcément une émission qui pourra répondre au questionnement ou à la proposition du journaliste ou de la boîte de prod en question. Et ces productions, donc c'est une boîte de production, ça veut dire qu'un réalisateur peut aller toquer à la porte de ces productions. On n'a pas besoin d'un producteur au milieu. Non. Non, on est producteur. Enfin, on est agence de presse, mais on est producteur aussi. D'accord. Et quel serait ton conseil à un jeune réalisateur qui souhaite proposer un sujet à ses productions, justement ? C'est une vraie question. Quel conseil ? D'être convaincu par le sujet qu'il vient proposer et de nous démontrer en quoi son sujet doit être produit par ses prods. Ok, il y a une volonté quand même de bien réfléchir à quel point ça peut être intégré dans la ligne éditoriale de ces productions. C'est primordial, parce que si quelqu'un vient nous proposer un sujet qu'on ne peut pas produire parce que ça rentre dans aucune ligne éditoriale de aucun de nos magazines, on va forcément lui dire non. Même du coup, si vous ne faites pas d'unitaires qui sortent de ces cases magazines. On fait des unitaires qui sortent de ces cases magazines très connus, du type Zone, Capital, etc. Mais d'abord, c'est moins souvent. Okay. Et quand bien même, ces documentaires unitaires gardent la ligne éditoriale M6 globale, qui est proximité et servicielle, et information, bien sûr. Mais les documentaires unitaires, il y en a beaucoup moins que des émissions qui reviennent toutes les semaines. Oui, évidemment, qui sont peut-être plus simples pour aller sur un premier doc. Est-ce que ces productions travaillent des fois avec des réalisateurs qui ne connaissent pas, je veux dire des jeunes réalisateurs, ou ça reste sur des... Plutôt, vous avez l'habitude de travailler en interne aussi, parce qu'il y a des réalisateurs en interne chez ces productions. Oui. À quel point, c'est quoi ? Tu saurais me dire la répartition entre
à quel point vous allez travailler avec l'interne et à quel point vous pouvez prendre des projets extérieurs? Non, c'est trop difficile comme question, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille beaucoup avec des boîtes de prod extérieures qui elles-mêmes ont des journalistes et des réalisateurs qui travaillent pour nous à travers elles. Oui. Et en interne, encore une fois, à part l'émission Capital, où vraiment c'est des journalistes qui sont affiliés à cette émission, on va dire, et certains aussi pour 66 minutes, on travaille beaucoup avec des gens à l'extérieur. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on travaille avec des jeunes réalisateurs? Ça nous arrive, oui, bien sûr. Mais c'est évidemment plus compliqué pour un jeune réalisateur de débarquer de but en blanc sans jamais avoir fait aucun sujet pour nous dans aucune des émissions qu'on propose. Peut-être par une boîte de prod extérieure, justement. Ouais, j'entends. Forcément. C'est finalement une réponse assez logique. Est-ce que tu as des ressources à nous partager pour ceux qui veulent creuser le sujet? Des exemples de bons documentaires? Des exemples de bons documentaires à regarder, je pense, pour voir ce qu'on est capable de faire, c'est de regarder ce qu'on fait à Capital. Parce que c'est du très bon documentaire d'investigation sur un sujet précis qui est l'économie et la conso. Parce qu'il y a de l'enquête, parce qu'il y a de la révélation et parce qu'il y a de la séquence. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui veut venir travailler chez ses prods, faut qu'il regarde absolument des sujets Capital. Moi, c'est comme ça que je me suis formée. C'est chez Capital. Et ensuite, une autre idée de bons documentaires à regarder, c'est ce qu'on fait chez Enquête Exclusive, qui est autre chose. C'est des documentaires géopolitiques assez compliqués à l'international et qui, pour le coup, vont dans des zones qui sont habituellement fermées aux journalistes. Et ça aussi, je recommande fortement de les regarder parce que, pour le coup, ils sont assez dans l'actualité. Donc, c'est souvent des sujets un peu chauds, mais qui sont en version magazine, c'est-à-dire où on a pris le temps quand même d'aller filmer, trouver des bons témoins et faire tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure. Et c'est très difficile à faire, ce genre de documentaire. Et pour autant, les informations qui sortent de ces documentaires sont extrêmement intéressantes. Ouais. Voilà, c'est vraiment les deux extrêmes, on va dire, dans les lignes éditoriales, que ce soit d'un côté la conso et l'économie de manière plus générale, ou de l'autre côté la géopo et le côté international. Voilà de quoi est capable ces productions, dans des formats qui sont longs, sur des sujets quand même dans l'actualité, mais qui sont extrêmement bien enquêtés, extrêmement bien tournés, extrêmement bien produits. Donc c'est pour moi des documentaires de très grande qualité. C'est noté. On ira voir, du coup, c'est Enquête Exclusive. Et j'ai une dernière question. Il y a quelque chose, quand je regardais donc les différentes chaînes, j'ai regardé par exemple Arte, et je sais qu'Arte, ils ont un document qui résume un petit peu toutes leurs cases documentaires et qui résume ce qu'ils cherchent en vérité en documentaire. Est-ce que ça existe, ça, chez M6? Je crois que je ne l'ai pas trouvé. Non, je crois que ça n'existe pas, mais on est justement en train de réfléchir à ça en ce moment. Okay. Donc avec tout le travail qu'on fait par rapport à l'IA notamment, où on redétermine un peu justement les lignes éditoriales de nos différentes émissions. Et donc ça va sûrement voir le jour bientôt. Très bonne nouvelle, ça. Non, parce que je trouve ça intéressant, justement. Effectivement, on doit consommer la chaîne pour mieux comprendre son ADN, mais des fois, y a tellement de cases. Il y a tellement de cases possibles que je trouve ça chouette. J'ai trouvé assez pertinent ce document chez Arte où justement il y a chaque case documentaire, ce qu'ils attendent, la ligne édito et ce qu'ils vont rechercher comme projet, qui je pense est intéressant pour les réalisateurs de se dire tiens, je pourrais m'inscrire là-dedans, ou en tout cas ça permet de s'orienter un peu plus. Ouais, on est vraiment en train de réfléchir à ça en ce moment et à essayer de définir de manière claire et simple justement les lignes éditoriales de nos différentes émissions et l'ADN entre guillemets de ce qu'est CPROD par rapport au magazine d'information. Trop intéressant.
Eh bien, merci beaucoup pour Merci tout à toi. ça. Et je vais te souhaiter une très bonne journée et j'espère qu'on se retrouvera très vite. À bientôt. Bien informé. Merci d'avoir écouté Bien informé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit message, à le partager à d'autres créateurs de l'info. Parce que d'une part, ça me fait très plaisir et d'autre part, ça m'aide beaucoup pour le développement du podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.